Alors bonjour à tous, bienvenue à l'ouvrage du Bois du Four. Je suis Michael Seramour, vice-président de l'association Ouvrage A5 Bois du Four. Et donc nous allons aujourd'hui visiter le bâtiment ensemble. Voilà, donc ici nous sommes dans la caponnière ouest de l'ouvrage du Bois du Four. Donc nous avons reconstitué, nous avons fait un diorama de ce qui s'est passé ici en juin 1940. Le 14 juin, l'adjudant-chef Le Calvé, qui est ici étendu sur le brancard, était observateur dans la cloche qui est au fond de la pièce. Et pendant un bombardement, il a été blessé aux yeux. Il y a un obus qui a percuté la cloche ou des éclats. Donc il a été grièvement blessé aux yeux. Et du fait du choc et de la douleur, il a fait un pas de côté et il est tombé au pied du cuirassement. Donc fracture ouverte de la jambe. Les premiers soins ont été portés ici par le toubib de l'ouvrage. Donc nous avons reconstitué la scène ici. Et là, sur son lit, le soldat Carbonnier, Paul Carbonnier, donc qui observe la scène. Et c'est lui en fait qui nous a raconté cet épisode, puisqu'il est revenu visiter l'ouvrage en pèlerinage en 1995. Donc ici nous sommes dans le central radio, le central TSF. Alors à savoir que quasiment tous les centraux radio sur la ligne Maginot ont été fériés sous l'occupation. Bon, il faut savoir qu'en 40, la TSF n'était pas le fort de l'armée française, donc c'est déjà des équipements qui commençaient un petit peu à être obsolètes, bien qu'adaptés pour la forteresse, puisque la TSF, c'est un outil de transmission qui est secondaire. La priorité dans la ligne Maginot, c'est le téléphone. Mais on a quand même la radio pour communiquer avec l'aviation d'observation ou éventuellement avec les autres ouvrages si jamais les lignes téléphoniques étaient coupées. Alors à savoir qu'ici, vous avez quelques éléments vraiment d'origine. Et comme plus rien n'existe, c'est de la reconstitution. Il y a à peu près 200 heures de travail pour reconstituer tous les éléments. Donc le mode d'alimentation qui est ici, qui alimente l'ensemble, l'émetteur, le meuble antenne, donc avec l'antenne en cuivre qui va aller vers l'extérieur de l'ouvrage, et puis le récepteur. Et enfin, il y a également un coffret télécommande avec des voyants lumineux bleus et blancs. Pourquoi? Parce qu'à l'étage inférieur, on a également deux autres récepteurs qui étaient sur la longueur d'onde des forts de Latirmont et Bréhin et qui pouvaient émettre sur cet émetteur-là. Mais pour ça, il fallait, par un système de voyants, savoir si l'émetteur était utilisé ou non. Dubaï devait le savoir. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est on a une démarche archéologique. Par exemple, dans la poubelle qui est là, on a un cendrier Le Petit Parisien, c'est les cendriers publicitaires de l'époque, qu'on a retrouvé dans la tranchée d'une casemate pas très loin d'ici, cassée. Et par le biais aujourd'hui des sites de vente en ligne, on a retrouvé la pièce d'origine. Donc voilà, c'est un cendrier Le Petit Parisien. Et ces artefacts issus des faïenceries, donc Sarreguemines, Longwy, on en retrouve souvent aux abords des ouvrages. C'était très prisé des soldats. Par exemple, ici, vous avez un Dubonnet. Alors ça, c'est issu des faïenceries de Longwy. Et on retrouve énormément de faïenceries de Longwy aux abords des ouvrages, que ce soit des assiettes, des cendriers, etc., des cendriers publicitaires, on en retrouve beaucoup. Donc c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en valeur dans l'ouvrage. Donc je parlais de poubelle à l'instant. Voilà, alors, ce qu'on essaye de faire, on pousse vraiment le souci du détail très loin. On arrive à retrouver aux abords, par exemple aux abords de l'ouvrage du Bois du Four, les poubelles d'origine enfouies par les soldats de 1940. Et donc on récupère tous les artefacts. Par exemple ici, le bol que vous avez ici, voilà, c'est un Longwy, issu des faïenceries de Longwy. Donc à 7 km d'ici, à vol d'oiseau. Et donc à partir de là, on va essayer de retrouver le bol d'origine sur les sites de vente en ligne ou ailleurs. Vous avez un cendrier Martini également qui est là, et puis les restes de bouteilles. Tout ça, ce sont vraiment des déchets de 40. Voilà, donc ici on a la chapelle de l'ouvrage. Alors à l'origine, dans cette pièce-là, c'est un placard à balai. Simplement, c'est un cagibi. Et en fait, sur un plan d'époque, on a retrouvé l'inscription chapelle sur ce lieu. Donc le local a été reconverti. C'est une reconversion un peu improvisée. Et donc c'est ici, devant cette pièce, que le prêtre de l'équipage, il y avait toujours un prêtre dans le civil qui était mobilisé, et donc il récitait l'introïte que nous avons reproduit sur le mur. Dieu des armées fait qu'après avoir vaincu nos ennemis et les ayant tués jusqu'au dernier, nous puissions désormais vous prier dans la paix. Donc là, tous les dimanches matins, il démarrait sa messe par cette introïte. Et donc sur le mur, on a également les blessés, donc les 3 observateurs qui ont grièvement été blessés à l'ouvrage en 1940, puisque la ligne Maginot a livré le combat. Donc le sous-lieutenant Pirallo, l'adjudant-chef Le Calvé, le caporal Rossi, qui tous heureusement ont survécu. Et donc pour agrémenter la chapelle, nous avons retrouvé une partie des archives de l'abbé Bachelier, qui était curé à Villers-la-Montagne en 39-40. Et donc tous les ouvrages que nous avons ici, par exemple ici il avait rédigé un cahier de chants, par exemple ici Héroïsme de l'armée française. Voilà, toutes ces archives-là, aujourd'hui, sont mises en valeur pour le plaisir de nos visiteurs. Ce sont tous des documents qui datent des années 1939-1940.
Donc là, nous sommes dans la cloche vision directe et périscopique, la cloche VDP de l'ouvrage du Bois du Four. Donc c'est ici qu'était en poste le lieutenant Paul Lavérenne qui commandait l'observatoire de l'ouvrage, donc qui était rattaché au fort de l'Attiremont. Donc en fait, d'ici, on guide le tir de la casemate 215 du bloc 5 de l'Attiremont. Et donc là, on a une pièce assez exceptionnelle, c'est un épidiascope, donc ça permet l'observation directe à l'œil. Donc la forme d'observation se trouve ici et par un jeu de miroir, le regard de l'observateur se déporte là. Donc ce qui fait qu'en cas de bombardement, les éclats n'arrivent pas directement dans la rétine de l'observateur. Et en cas de bombardement, on pouvait refermer le créneau. On est bon. Alors autre chose qui est exceptionnelle à l'ouvrage du Bois du Four, c'est que nous sommes l'un des rares ouvrages à mettre en place les optiques dans les observatoires. Par exemple ici, vous avez un périscope modèle N, donc à 2 oculaires, pour le réglage par coup fusant haut. Et donc l'optique est parfaitement fonctionnelle. Nous avons même réussi à restaurer la vision nocturne. Donc il y a une vision nocturne pour pouvoir observer notamment les lueurs de nuit. Et ça fonctionne parfaitement. Donc ici, nous sommes dans la chambre centrale. C'est la seule vraie chambre de repos de l'ouvrage. C'est-à-dire que c'est une chambrée où il n'y a pas de créneau, il n'y a pas d'observatoire, il n'y a pas une chambre de tir. Voilà, c'est vraiment une pièce dédiée au repos. Donc c'est les Vénards qui étaient ici et qui servaient dans les chambres de tir d'infanterie sud et est. Donc là, qui joue aux cartes, nous avons un fantassin du 149e régiment d'infanterie de forteresse et à côté un observateur du 152e régiment d'artillerie de forteresse. Donc ils sont en train de taper le carton. On a un peu toute la presse de l'époque. Les cartes postales de régiments qu'on arrive également à retrouver sur Internet. Donc celle-ci du 149e, par exemple. Et puis toujours les tessons d'assiettes. Donc on a ce tesson que nous avons trouvé devant le Bois du Four. Et l'assiette, la pièce d'origine, l'assiette, qui a été retrouvée, dans laquelle nous avons réinstallé un camembert. Voilà, c'est le niveau du détail que nous essayons d'imprimer ici dans le musée. Alors quand nous avons récupéré l'ouvrage en 1992, le Bois du Four était entièrement vide puisqu'il a été ferraillé par les Allemands sous l'occupation. Donc tout ce qui est aujourd'hui en place dans l'ouvrage, du boulon jusqu'à la porte, jusqu'au mortier de 80, jusqu'au jumelage de mitrailleuse que nous avons ici, ça a été récupéré par l'association. Ça a été acheté, ça a été aussi parfois prêté par l'État, parce que nous avons également des conventions qui sont signées avec l'État Défense. Et donc ici, nous sommes dans une pièce qui a été assez peu restaurée. Ça vous donne un peu une idée de l'état dans lequel l'ouvrage a été récupéré. Donc là, tout va devoir être complètement décapé au pistolet à aiguille avec l'aide d'un compresseur et repeint avec des traitements anti-rouille. Mais voilà un petit peu une idée du chantier. Nous sommes à peu près 6-7 membres actifs à travailler dans l'ouvrage de manière hebdomadaire. Et donc ce sont des bénévoles qui grattent la peinture, appliquent la nouvelle, dégotent les pièces sur Internet ou ailleurs, font les démarches administratives pour que le musée puisse prendre vie. Alors ici, nous sommes devant le puits d'escalier de l'ouvrage. Donc c'est un puits qui descend à 32 mètres de profondeur pour 164 marches. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce puits? Parce qu'à l'origine, le Bois du Four devait être un ouvrage de la taille de l'ouvrage de Fermont, avec plusieurs blocs de combat. Et le chantier a été avorté, il n'a pas été achevé. Donc le puits a tout de même été prévu. Au fond, nous avons une station de pompage pour l'eau qui pouvait remonter 3 mètres cubes d'eau à l'heure et la soute à charbon pour les cuisines. Donc à l'origine, le Bois du Four aurait dû être un gros ouvrage d'artillerie, de la taille par exemple de l'ouvrage de Fermont. Donc voilà le plan initial de 1931, avec 2 entrées situées au lieu-dit Bois du Four et tous les blocs de combat situés de l'autre côté de la départementale 125. Et finalement, seul l'imposant bloc nord a été coulé, c'est l'ouvrage actuel. Et donc là, vous avez une idée de toutes les galeries souterraines qui auraient dû relier les différents points du fort. Donc, le Bois du Four aujourd'hui, à savoir que c'est le plus gros bloc par contre de béton coulé d'un seul tenant sur la ligne Maginot, puisqu'il y a 6000 m3 de béton armé. D'un seul tenant, c'est le bloc le plus massif. Donc la cuisine de l'ouvrage du Bois du Four. Alors, de même, il faut vraiment imaginer, il y a 30 ans, une pièce qui était complètement vide, à l'exception des faïenceries qui sont au mur. Alors le turquoise, c'est une commande auprès des faïenceries d'Èvres, du nord de la France. Et par contre, tous les carrelages blancs, c'est du Longwy. Donc il y a 2 marchés qui ont été signés pour faire le décorum de l'endroit. La cuisinière vient du camp de sûreté de Morfontaine, donc c'est celle qui était dans l'hôpital du camp. Et parce que c'est devenu après-guerre une salle des fêtes, quand la salle des fêtes ancienne a été démolie pour en construire une nouvelle, la commune de Morfontaine nous a offert cette cuisine que nous avons réussi à ramener ici d'un seul tenant et à réinstaller.
Alors comme de coutume, dans la cuisine, nous avons installé tous les artefacts de fouilles retrouvés. Par exemple celui-ci qui est magnifique, très art déco. Ben, en fait c'est la base d'un compotier, naturellement en long-huit. Idem pour la soupière qui est là. Et donc vous avez ici toute la collection d'assiettes, une partie de ce qui sortait des faïenceries de Longwy dans les années 10, 20 et 30. Et de même, sélectionné à partir des tessons retrouvés sur le terrain. Voilà, donc là nous sommes dans le magasin aux vivres de l'ouvrage. Donc 1 mois et demi de vivres de réserve. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a pu retrouver en fouille. Par exemple le beau petit pot qui est là. Et puis après, toutes les conserves, ce sont de vraies conserves, bon, qui ont un petit peu d'âge maintenant, mais voilà, qui se gardent très bien et qu'on peut exposer. Naturellement, les Mirabelles de Lorraine qui sont juste ici. Hop, voilà, qui sont là. Et puis les bouillons cubes qu'on va retrouver sur le net, sur les brocantes, et donc qu'on réinstalle au fil des achats. Les saucissons, les bouteilles de vin, les œufs, puisque naturellement l'équipage avait un petit poulailler à proximité de l'ouvrage, pour améliorer l'ordinaire. Voilà la salle des citernes de gasoil, donc avec la porte coupe-feu qui s'obturait en cas d'incendie, puisque naturellement c'est vraiment la partie explosive du bâtiment. Donc on a tous un système de sécurité qui est là. Et ici la chambre, c'est vraiment le quartier des électromécaniciens. Donc nous avions l'adjudant Schneider qui dormait ici avec l'un de ses adjoints. Alors de même, c'est une pièce donc dédiée au 2e régiment du génie, c'est le régiment vraiment des électromécaniciens. Le pot de confiture ici, par exemple, est de fouille. C'est vraiment des choses qu'on a retrouvées en fouille, ainsi que les cuillères. Et après, vous avez des petites choses qui sont assez épatantes. On avait par exemple retrouvé en fouille ces petits tessons, avec, semble-t-il, un personnage qui donc montre quelque chose du doigt. Et on a dans l'association un spécialiste en faïencerie qui a réussi à retrouver sur Internet le modèle d'origine. En fait, voilà, c'est des petits bols. Et c'est la marque LSK qu'on a ici. Alors LSK, donc ça s'écrit de cette manière-là. Et on a à l'époque un jeune acteur qui s'appelait Sacha Guitry, mais qui n'était pas connu, et qui avait trouvé le slogan publicitaire, à savoir LSK, c'était ski. Donc avec le jeu des initiales. Et donc c'est une marque de chocolat en poudre qui était très réputée à l'époque. C'était le concurrent de Banania. Et donc voilà ce qu'on peut retrouver sur le terrain. Donc on a refait un petit espace, comme on est au niveau de la chambre des électromécaniciens, dédié à Peugeot, pour le coup. Donc avec l'affiche Peugeot, la chignole Peugeot de l'époque, le petit cendrier Peugeot automobile Sochaux, voilà, qu'on a ici, avec naturellement le lion. Donc c'est du Longwy, ce petit cendrier-là. Le cendrier, c'est du Longwy, ainsi que la pendule qui est juste au-dessus. Voilà, ça aussi, c'est vraiment de la faïencerie de Longwy. Et on a justement la carte postale des ateliers des faïenceries de Longwy, dans les années 20-30, d'où sont sortis beaucoup de produits publicitaires, de vaisselle publicitaire qu'on retrouve dans les ouvrages. Donc juste au-dessus de la chambre des électromécaniciens, il y a le blason du 2e génie. Donc ça c'est un blason en tôle que nous avons retrouvé dans les ruines du casernement léger de l'ouvrage du Bois du Four. Voilà, ici nous sommes donc dans l'atelier menuiserie, cordonnerie de l'ouvrage. Donc on est à côté de la salle des citernes de gasoil. Donc on est sur du petit travail qui ne provoquait pas d'étincelles, donc pas de risque d'incendie. Donc la machine à coudre pour éventuellement rapiécer la capote ou l'uniforme des camarades ou du commandant de l'ouvrage. Et puis également différents outillages pour par exemple refaire la crosse d'un fusil, les râteliers en bois qui servaient également de support au fusil dans les chambrées, les plaques en bois eau non potable. Tous les travaux de menuiserie qui pouvaient être faits pour les besoins de l'ouvrage. Et également les grosses scies que nous avons au mur là-haut. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on voit sur la photo qui est juste ici, les équipages de la Maginot devaient également déboiser un petit peu les forêts. Il fallait couper les arbres qui gênaient les champs de tir. Donc les soldats étaient équipés de haches, de scies pour effectuer ces travaux. C'est eux-mêmes qui dégageaient les champs de tir de leur casemate pendant la drôle de guerre. Voilà donc le dispositif de fermeture de la porte coupe-feu. Donc voilà la salle des machines du Bois du Four il y a 3 ans, et à peu près telle qu'on l'a récupérée en 92, donc elle était complètement vide. Et donc voilà aujourd'hui, telle que nous l'avons restaurée, donc notamment avec 2 moteurs que nous avons pu récupérer dans les Alpes de Haute-Provence, à 2500 mètres d'altitude, dans un ouvrage abandonné. Donc ce sont des moteurs CLM. Alors on a un LC4 pour 4 cylindres et un LC3.
Et donc nous avons reconstitué absolument tout, c'est-à-dire le câblage qu'il pouvait y avoir sur les murs, que ce soit pour les lampes, que ce soit pour les prises de courant, les citernes de gasoil, donc les réservoirs journaliers. Ici sur le fond, c'est le réservoir d'eau de refroidissement pour les groupes électrogènes. À savoir que l'eau, une fois le moteur refroidi, qui sortait donc à 60-70 degrés, était réutilisé dans l'aérotherme qui est juste là, et c'était le chauffage central du bâtiment. Les ateliers d'électriciens, avec donc notamment les boîtes à fusibles, etc., pour les coffrets que nous avons ici, avec les voltmètres, les ampèremètres. Au plafond, le monorail pour soulever les pièces importantes, puisqu'à savoir que chaque moteur pèse environ 2 tonnes. Et tout au fond, sur la crédence, il y a des outils. Ce sont les outils d'origine des électromécaniciens de l'ouvrage. Quand les soldats français ont été contraints de remettre l'ouvrage aux Allemands, puisque bon, fin juin 40, les Allemands sont quasiment sur la Loire, mais ici les soldats français se battent toujours, les électromécaniciens étaient tellement écœurés de devoir remettre les installations intactes qu'ils ont jeté leur caisse à outils dans un trou d'obus devant l'ouvrage. Et nous avons trouvé les outils intacts, qui donc ont été réinstallés à leur emplacement d'origine. Donc l'infirmerie de l'ouvrage, où ont été soignés les 3 blessés graves dans les observatoires. Voilà. Donc le sous-lieutenant Pirlot, l'adjudant-chef Le Calvé et le caporal Rossi. Donc la table d'examen, le bureau du Toubib, la pharmacie, voilà, qu'on a ici. Alors la pharmacie, à savoir que quasiment tout ce qui est en vert, c'est de la récupération de terrain. Et après, on a des pièces assez exceptionnelles, par exemple là, pharmacie première classe, Beckery Chton-Iba. Donc là, c'est de l'eau de Seltz. C'est une bouteille qu'on a rentrée tout récemment. Une fois encore, c'est du Longwy. L'appareil de radiologie, qui est là. Et dans le fond de l'infirmerie, c'est la seule et unique douche de l'ouvrage. Une douche chaude obligatoire par homme et par semaine. Donc c'est une douche italienne. Et la douche servait également de local de décontamination pour des soldats qui éventuellement seraient gazés sur les extérieurs de l'ouvrage. Alors ici, nous sommes dans le poste de commandement de l'ouvrage, dans lequel dort le lieutenant de Meckenem et son adjoint, le sous-lieutenant Veit. Alors de Meckenem, nous l'avons installé ici, donc dans l'uniforme, vraiment la grande tenue du 149e régiment d'infanterie de forteresse. Avec son sabre, il brise l'emblème nazi. Pièce exceptionnelle retrouvée il y a maintenant quelques années. Ce sont des documents que chaque ouvrage a brûlé au moment de quitter les ouvrages. C'est toute la documentation propre aux ouvrages de la Maginot, notamment ici par exemple les plans des canons de 47. Donc pour que les Allemands n'en prennent pas possession, les documents étaient calcinés aux abords des casemates et donc nous avons pu récupérer miraculeusement ceci, avec notamment des restes de correspondance ou même des papiers issus des aciéries de Longwy. Alors il y a quelques mois, nous avons retrouvé des pièces de faïencerie. Voilà. On voit par exemple ici un visage. Alors c'est de la faïencerie japonaise que l'on appelle le Satsuma. Et donc on a réussi à retrouver la pièce d'origine sur internet. En fait c'était une bonbonnière ou sucrier. Nous avons pu retrouver. Donc vraiment comme quoi il y avait de la vaisselle assez exceptionnelle dans les ouvrages. Et puis ensuite on va retrouver du Longwy, par exemple cette belle tasse, voilà, issue des faïences de Longwy, ou le cendrier Saint-Raphaël qui est juste là. Et pour le reste, donc, on revient vraiment sur le militaire, les transmissions. Par exemple ici, un appareil de télégraphie militaire à connexion multiple. Donc là en fait, c'est un appareil qui permettait de communiquer via le téléphone avec les différentes chambres de tir de l'ouvrage simultanément, ou la tourelle de mitrailleuse par exemple. Et ici, sur cette photo, nous avons le lieutenant de Meckenem, donc lorsqu'il était à l'école de Saint-Cyr, et la tenue de Saint-Cyrien qui est juste à côté. Donc juste à côté du poste de commandement, nous avons le central téléphonique de l'ouvrage. Donc c'est par là que transitaient toutes les communications téléphoniques. Et au mur, une pièce exceptionnelle. C'est une peinture murale qui vient de l'ouvrage voisin de Bréhin, que nous avons pu sauver il y a quelques années, donc par récupération de la paroi. C'est un insigne des transmissions qui avait été peint par l'adjudant-chef Charles Tibias, originaire de Nancy. C'est pour ça que nous retrouvons la devise « Qui s'y frotte, s'y pique ». Et Charles Tibias, avant-guerre, a participé à l'installation téléphonique du Bois du Four. Donc la peinture est revenue ici. Alors toujours
sur le chapitre des faïenceries. Voilà, nous avions retrouvé ce beau cendrier Beer avec une jeune femme blonde dessus, hein, qui était issu des faïenceries de Sarreguemines. Et nous avons retrouvé le cendrier d'origine, donc que nous avons réinstallé ici. Voilà, également issu de nos belles faïenceries lorraines. Donc ici nous sommes au niveau de la tourelle de mitrailleuse. Alors on est en train de la chouchouter pour l'ouverture de la saison. Donc c'est-à-dire remise en peinture quasiment intégrale, puisque c'est un chantier que nous avions fait il y a une quinzaine d'années. Et comme nous sommes dans la partie vraiment la plus humide de l'ouvrage, vraiment un nouveau traitement était nécessaire. Donc redépiquetage, convertisseur de rouille, application d'un anti-rouille, une primaire, et ensuite 2 couches de finition. Donc là, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et nous sommes également au niveau de l'éclairage en train de passer au LED. Donc ce qui va nous permettre également d'avoir une consommation électrique qui sera moindre. Voilà, donc ici nous sommes dans la chambre de tir des mortiers de 80. Alors à savoir, là encore, qu'en France, nous sommes les seuls à avoir restauré intégralement une chambre de tir de type B. Donc avec le magasin à munitions qui est de plein pied. Donc les 2 mortiers sont en place. Chaque mortier pèse 2 tonnes, ils ont une portée de 3600 mètres et ils assuraient la défense jusqu'à l'ouvrage voisin de Bréhin, qui lui-même avait une tourelle également équipée de mortiers de 80 qui pouvait tirer dans notre direction. Voilà, donc ici nous sommes dans le poste de commandement des mortiers de 80. Donc c'est d'ici qu'arrivaient toutes les informations issues des observatoires. Et donc ensuite, on réalisait les derniers calculs, pression de l'air, vitesse du vent, etc., pour pouvoir réaliser le tir. À savoir qu'à l'époque, il ne se passait pas plus de 4 minutes entre le repérage d'un objectif sur carte par un observatoire et la neutralisation par l'artillerie d'ouvrage, en l'occurrence ici les mortiers de 80.